Donc on va commencer cette session, deuxième session de l'axe 1, donc, qui s'intitule Fonctionnement, état des lieux et innovation pour la mise en valeur. Il s'agit en fait des interventions qui ont pour thème donc, les techniques de régénération en général. Donc sans tarder, donc j'appelle Silm Rabt Saïd, donc qui est à la fois docteur et ingénieur, donc il a les deux casquettes de gestionnaire et en même temps de chercheur. Donc il va donc son intervention sera sur une technique nouvelle, innovante de restauration écologique, à savoir l'utilisation de plantes nurse pour la restauration des espaces dégradés. Donc, à vous la parole. Donc, je vous demande de bien respecter le temps donc, pour qu'on puisse... Permettez-moi donc aujourd'hui de vous présenter une technique alternative de régénération d'air gagné, surtout pour réussir les travaux de régénération d'air gagné dans les milieux arides dégradés, via l'utilisation d'une plante nurse ou une plante accompagnatrice de l'air gagné qui peut jouer le rôle facilitateur pour réussir donc les travaux de régénération d'air gagné. L'air gagné, comme vous savez, est soumise à une intense pression humaine due principalement au superturage, à la coupe excessive de bois, à la collecte systématique des fruits et au développement de l'agriculture intensive sous l'air gagné. À cela s'ajoute l'aridité du climat qui vient amplifier davantage le processus de dégradation. Le facteur climatique est caractérisé par une variation interannuelle des précipitations avec l'enregistrement de nombreuses campagnes sèches. En rouge, la ligne rouge représente les précipitations moyennes annuelles à Agadir de 242 mm. Donc, comme vous pouvez constater, donc, les campagnes humides sont très faibles par rapport aux campagnes sèches. Le tableau suivant vous montre donc qu'il y a une mal répartition des précipitations au sein d'une même campagne, avec l'enregistrement de 7 à 8 jusqu'aux 9 mois secs par campagne. Si on prend par exemple la campagne 14-15 avec un total de précipitation de 344 mm qui dépasse de loin la moyenne annuelle de 240 mm. Ces images illustrent bien donc l'état des peuplements d'air gagné après 7 mois de sécheresse ou après de longues périodes de sécheresse. C'est le cas cette année, on est sur le 9e mois de sécheresse. Il importe aussi de signaler que dans le bassin méditerranéen, surtout dans les zones arides et semi-arides, les programmes de reboisement enregistrent souvent un taux de mortalité considérable chez les jeunes plants en raison de la sécheresse. De même, les techniques les plus répandues dans les travaux de reboisement considèrent la végétation arbustive préexistante comme une source de concurrence pour les jeunes plants. Or, il y a plusieurs études qui ont montré le contraire. Donc, des études qui ont montré que la proximité spatiale entre les plantes est bénéfique dans les écosystèmes de type méditerranéen qui se caractérisent par le stress hydrique. C'est pourquoi donc, nous voulons tester cette technique alternative de reboisement qui se base sur la présence des arbustes natifs ayant une certaine tolérance à la sécheresse. C'est pour éviter donc, les taux élevés de mortalité causés par la sécheresse estivale. Sur le terrain donc, dans les maisons de défense surtout, plusieurs cas de régénération naturelle ont été observés de cette espèce Argania spinosa dans la strate herbacée dominée par une plante, une gramineuse type Acapensis, ou dans les touffes de Sénétion tephorbium, d'Ononis natrix ou de Camis albidis, et aussi dans les touffes d'Euphorbia bomierana. Cette dernière espèce a été choisie donc pour évaluer son rôle facilitateur de l'installation des jeunes plantes d'arganier dans un écosystème aride à Agadir. Cette plante est une plante cactoïde vivace, non palatable, épineuse et très répandue dans les arganeries littorales et sublittorales. Il constitue aussi un refuge des jeunes plants
contre la dent du bétail. L'objectif principal de ce travail de recherche est de tester sur le terrain l'utilité de cette plante accompagnatrice de l'arganier qui est Euphorbia bomierana, utilisée dans ce cas comme une plante facilitatrice aux nurses pour réussir les travaux de régénération d'arganier en milieu méditerranéen aride. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, j'aimerais juste vous signaler que ce travail de recherche s'inscrit dans la continuité d'un travail ou d'une étude de recherche qui a été menée au départ au stade pépinière. Les résultats de ces travaux donc, au stade pépinière montrent que le sol rhizosphérique d'Euphorbia bomierana présente un nombre de propagules infectieuses ou un pouvoir mycorhizien, un pouvoir infectieux mycorhizien 2 fois plus élevé que le sol nu. Et les résultats ont montré aussi qu'après 12 mois d'élevage en pépinière, ce PIM ou ce pouvoir infectieux mycorhizien du sol rhizosphérique d'Euphorbia bomierana a conduit à l'amélioration de la croissance et la nutrition des plants d'arganier par rapport aux plants élevés dans le sol, dans un substrat à base de sol nu. Donc, ce travail de recherche a été publié aux actes du Congrès Arganier édition 2015. Nous avons donc poursuivi les travaux sur le terrain dans un site El Ghzoua situé dans la commune urbaine d'Agadir. C'est un site représentatif des arganeries dégradées. Il est soumis à des conditions climatiques difficiles avec un bioclimat aride. Les précipitations moyennes de l'ordre de 240 mm par an, petit M avec 7,6 degrés Celsius et grand M avec 30,5 degrés Celsius. Le site a subi aussi une pression pastorale accrue avec la présence des troupeaux des nomades, donc surtout dans les périodes de sécheresse. Et le tableau suivant vous montre donc les propriétés chimiques des sols sous Euphorbia bomierana et du sol nu. Sur le terrain donc, et sur un site homogène, nous avons planté 30 plants aléatoirement dans les touffes ou à proximité des touffes d'Euphorbia bomierana. Un nombre similaire a été planté dans le sol nu, loin de l'influence des arbustes existants, à l'aide d'une tarière. C'est une technique qui permet un enracinement profond des plants tout en préservant les conditions des microcytes. La parcelle expérimentale a été clôturée, c'est pour éviter donc, le facteur, pour écarter le facteur du pâturage. Et durant la période d'observation 2012-2013, allant de janvier 2012 jusqu'au janvier 2014, donc 2 paramètres ont resté sous contrôle, à savoir la croissance et la survie des plants d'arganier. L'an 2012 est caractérisé par un déficit hydrique de 13% et une saison sèche de 4 mois, alors que l'an 2013 a été caractérisé par un déficit hydrique de 45% et une saison sèche de 8 mois. Les plants ont reçu dans un arrosage de 10 litres par plant entre janvier et juin 2012. Les saisons estivales 2012 et 2013 ont été caractérisées par une chaleur excessive avec des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius. Cette figure donc, vous montre le suivi de la croissance en hauteur des plants d'arganier plantés soit à proximité des touffes d'Euphorbia ou dans les zones ouvertes durant deux ans de transplantation. Donc, la différence entre les deux traitements n'est significative qu'après le passage de 18 mois de transplantation, les plants plantés dans le sol nu présentent donc une hauteur de plus élevée, de plus de 60% par rapport aux plants plantés à proximité d'Euphorbia bomierana. En ce qui concerne le diamètre au collet, donc la différence entre les deux traitements n'était pas significative durant toute la période d'observation. Et le taux de mortalité des plants d'arganier a été suivi durant toute la période d'observation, notamment avant et après les 2 périodes sèches. Après la première période sèche de 4 mois,
un taux de 5% a été enregistré chez les plants plantés à proximité d'Euphorbia bomierana, alors que les plants plantés à proximité dans les sols nus présentent un taux de mortalité de 16%, soit une différence de 11%. Mais la plus forte mortalité a été enregistrée durant la deuxième saison sèche de 8 mois, avec un taux de mortalité cumulé chez les plants plantés dans les zones ouvertes, avec un taux élevé de 85%, alors que les plants plantés à proximité d'Euphorbia bomierana ont donc un taux très faible de mortalité qui est de 27%, soit une différence de 58%. Ces images donc illustrent bien la différence, la différence entre les deux traitements et illustrent bien donc en même temps les résultats obtenus. Les plants plantés donc dans le sol nu, loin de l'influence des plantes accompagnatrices de l'arganier, à savoir Euphorbia bomierana, donc sont desséchés, surtout après la deuxième saison sèche de 8 mois, alors que les plants plantés à proximité d'Euphorbia bomierana ont repris après l'enregistrement d'une tranche pluviométrique importante en janvier 2014. En guise de conclusion, donc, après 2 ans de transplantation, les plants d'arganier plantés en association avec Euphorbia bomierana ont montré une croissance en hauteur significativement faible par rapport à ceux plantés sur sol nu. Par contre, la survie des plants était remarquablement élevée lorsqu'ils sont plantés à proximité d'Euphorbia bomierana avec un taux de réussite de 73% par rapport à ceux donc, plantés dans les zones ouvertes qui ont enregistré un taux de réussite seulement de 15%. Ce résultat semble découler de la combinaison des conditions abiotiques et biotiques imposées par la présence de la plante nourrice, ce qui a conduit à une amélioration de l'état hydrique des plants et a réduit la mortalité estivale des jeunes plants d'arganier. En somme, donc, les touffes d'Euphorbia bomierana ont fourni un micro-environnement propice à l'établissement des plants d'arganier en milieu aride. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais bien donc partager avec vous ces images prises en décembre 2015, après presque 4 ans de transplantation. Et ces images donc, montrent bien que les plants d'arganier plantés à proximité d'Euphorbia bomierana se comportent très bien, même après donc, 4 ans. Ainsi prend fin mon exposé. Merci. Merci, c'est Saïd Mrat. Donc, il a bien respecté le temps. Donc, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une technique de restauration écologique nouvelle, donc, qui se base sur les plantes nurse. Donc, j'espère que vous allez continuer avec d'autres espèces nurse, surtout les espèces qui sont connues pour être les acacias, en général les papillonacées, qu'on utilise généralement, qui ont des rhizobiomes. Donc, sans plus tarder, donc, je passe à notre ami qui vient d'Algérie, donc c'est Ould Safi Mohamed, donc, qui va nous parler sur les perspectives de l'arganiculture dans les régions hyperarides de la wilaya d'Adral au sud d'Algérie. Donc, à vous la parole. Bonjour, Monsieur le Président, l'honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter cette modeste communication intitulée Les perspectives de l'agriculture dans les régions hyper-arides qu'a de la wilaya d'Adrar. La wilaya d'Adrar fait partie du Grand Sud algérien, sud-ouest. Cette région est caractérisée par un climat saharien hyper-aride. Dans le cadre de la valorisation des ressources végétales sahariennes de la région d'Adrar, l'Institut national de la recherche forestière
a installé au niveau de cette région un parcelle expérimental pour suivre le comportement, pour suivre l'adaptation de nouvelles essences forestières introduites vis-à-vis des conditions du milieu. Parmi ces espèces, nous avons l'arganie dont la plantation a été faite sur une superficie de 0,7 hectares désignée pour cette espèce. La région d'Adrar, la carte suivante montre la situation géographique de la wilaya d'Adrar, située dans la partie sud-ouest de l'Algérie. Elle est loin de plus de 2000 km de la mer et de l'océan, c'est-à-dire la continentalité de cette région elle est très élevée. Le climat est un climat saharien, hyper aride. Les précipitations sont faibles en quantité, ne dépasse pas les 50 mm. Cette quantité d'eau est insuffisante pour répondre aux besoins des végétaux, donc le recours à l'irrigation est obligatoire. Les températures sont énormément élevées, surtout l'été, alors que le mois le plus chaud c'est juillet, avec des températures allant de 28 à 45 degrés Celsius. Toutefois, le mois le plus froid est janvier, avec des moyennes de température allant de 5 à 20 degrés Celsius. La réalité moyenne de l'air, le taux d'humidité est moins de 50% durant toute l'année. Cela nous renseigne sur la réalité extrême de l'atmosphère. Méthode expérimentale. La superficie plantée par l'arganie est de 0,7 hectares. La plantation a été réalisée en 6 lignes, écartées de 10 mètres, sachant que l'écartement entre les sujets est de 2,5 mètres pour la première et la deuxième ligne, 5 mètres pour la troisième et la quatrième ligne, et 10 mètres pour la cinquième et la sixième ligne. Les plantes d'arganie transplantées dans la parcelle expérimentale proviennent de Tindouf. L'irrigation est assurée par le système de goutte à goutte avec un planning variant selon la saison. Pour suivre le comportement d'arganie introduit dans la région d'Adrar vis-à-vis des conditions du milieu, nous avons adopté les paramètres suivants: le taux de réussite, la hauteur moyenne des individus, l'état morphologique des sujets, description du cycle phénologique annuel. L'image suivante a été prise en novembre 2017, représente la plantation d'arganie en parcelle expérimentale de la wilaya d'Adrar. Résultat obtenu. La réussite de plantation. L'arganie a présenté un faible taux de réussite de plantation égal à 26%. Ce résultat s'explique par l'agressivité du climat de la région d'Adrar, rareté de précipitations et amplitude thermique élevée surtout la période estivale. Le tableau suivant montre la distribution de mortalité des individus de l'arganie en parcelle expérimentale d'Adrar, c'est-à-dire le pourcentage de mortalité, la comparaison de pourcentage de mortalité par rapport à l'insolation moyenne mensuelle et les températures maximum mensuelles. D'après ce tableau, on trouve que la mortalité la plus faible est celle constatée entre octobre jusqu'à avril, avec une température maximale allant de 21,1 à 34,3 degrés Celsius et ensoleillement compris entre 7,1 et 8,9 heures par jour. Cependant que la mortalité la plus élevée est constatée entre mai et septembre, qui correspond à une température allant de 37 à 46,03 degrés Celsius et ensoleillement compris entre 8,48 et 11,95 heures par jour. Comportement d'accroissement. Le tableau suivant montre l'accroissement en hauteur moyenne des sujets d'arganie. À partir de ce tableau, on trouve que l'accroissement en hauteur moyenne de l'arganie est très lent. Il est de 35 cm comme moyenne annuelle. La corrélation entre la hauteur des arbres et le diamètre du repied est égale à 0,54. Cette corrélation est moyenne, c'est-à-dire ces deux paramètres sont liés moyennement l'un avec l'autre. Comportement morphologique, description du cycle phénologique. D'après les observations constatées depuis l'année 2010 jusqu'à 2017, chaque année, la floraison, chaque année, le débordement a lieu, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles feuilles et de nouveaux rameaux, a lieu la fin du mois de septembre et le mois d'octobre. La floraison a lieu le mois de février jusqu'au début
du mois d'avril. Par la suite, les bottons floraux rentrent en dormance. C'est l'arganie ADRA se particularise par rapport à l'arganie au Maroc et celui de Tindif par ce comportement. C'est-à-dire tous les bottons floraux rentrent obligatoirement en dormance pour pallier au problème des températures qui sont très élevées. Donc, par la suite, les bottons floraux rentrent en dormance dès la fin d'avril jusqu'à la fin du mois de septembre et début d'octobre. Dans la période allant de mois de mai jusqu'à mois d'août, on a observé le jaunissement du feuillage suivi par la chute d'une bonne partie des feuilles. L'activation des bottons floraux a lieu à la fin du mois de septembre et début d'octobre. Le développement des fruits a été constaté à la fin du mois de septembre et début d'octobre jusqu'au mois de mai. La récolte se fait dans la période entre avril et début de juin. Le tableau suivant résume donc tous les stades phénologiques de l'arganie introduit dans la région d'Adra. Donc, les images suivantes montrent donc les différents aspects constatés sur le terrain, aspects morphologiques bien sûr, de l'arganie introduit dans la région d'Adra. La première photo représente la floraison d'arganie en mi-février 2016. La deuxième photo représente la floraison et la fructification d'arganie site d'Adra fin février 2016. La troisième photo représente la fructification d'arganie en mai 2016. La quatrième photo représente les fruits d'arganie récoltés de site d'Adra en mai 2016. Qu'en conclusion, à la lumière des résultats obtenus et malgré la rigueur du climat de la zone d'Adra, faible quantité de précipitations associées aux grandes amplitudes thermiques, surtout pendant la période estivale, ceci ne fit qu'encourager à trouver d'autres espèces qui peuvent s'adapter aux conditions du milieu de notre région. L'introduction de l'arganie dans la région d'Adra, malgré son faible taux de réussite, est historique, vu l'importance et la valeur que porte cette essence. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est Mohamed Ould Safi. Donc, l'exposé était bien, donc vous avez bien respecté le temps. Donc j'espère que, étant donné que vous avez utilisé le goutte à goutte, donc étant donné que vous avez utilisé, donc après, donc j'espère que vous nous expliquerez dans la discussion pourquoi cette mortalité importante. Donc bon, voilà, donc j'appelle Oustaoui Saïd Ali. Donc c'est mademoiselle. Donc c'est une étudiante qui vient des îles Comores, je crois. Donc il fait sa thèse chez nous, donc à Marrakech, au centre de recherche forestière. Donc il va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait, donc un travail qu'il a fait sur le pré-traitement des graines d'arganier pour favoriser la germination. Donc اسمحوا لي الله يستر عليك، شي واحد عنده الطروبيله غولف 5 سد على شي واحد كيسول شي استاذ عنده غولف 5 استاذ باحث، دونك ما كاينش. Monsieur le Président, honorable assistance, assalamu alaikum. Avant tout, c'est pour moi un grand plaisir de participer pour la première fois à ce congrès international sur l'arganie. Sans plus tarder, je vais vous présenter le sujet qui s'intitule « Étude comparative des différents pré-traitements utilisés sur les graines d'arganier ».
nous allons suivre le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons voir un peu l'approche méthodologique, résultats et discussions, et enfin une petite conclusion. Comme vous le savez tous, l'arganier ici est une espèce originaire de l'Afrique du Nord et elle porte un intérêt socio-économique et surtout écologique. Cet écosystème subit une diminution de sa superficie, soit à cause de la dégradation, comme il a été dit, ou bien de la régénération naturelle qui est quasiment absente sur presque la totalité des arganeries. En effet, cette régénération naturelle ici, comme je l'ai dit, elle est rare. Mais par définition, le fruit d'arganier ici, elle peut être composée d'une seule pièce, ici qui est le carpel, qui est reployée sur elle-même de façon à enclore les futures graines ou plusieurs pièces unies en une seule structure creuse ou plusieurs loges. Déjà par là, nous voyons un peu la difficulté que peut posséder les graines d'arganier à germer. Plusieurs essences ici germent sans difficulté lorsqu'elles sont placées dans des conditions d'humidité et de température favorables. Sauf que certaines graines possèdent une certaine dormance qui est définie comme étant l'incapacité d'une semence viable à germer, même si elle est placée dans des conditions optimales de croissance. C'est pour cela que nombre de ces graines subissent des différents pré-traitements pour obtenir un taux de germination satisfaisant. Notre travail ici est de comparer ces différents pré-traitements tout en jouant aussi sur l'effet de la provenance. Bon, passons maintenant à l'approche méthodologique. Le matériel végétal utilisé sont des graines mûres d'arganier qui sont récoltées pendant la période de maturation entre le mois de juin et juillet 2016. Nous avons choisi ici 4 provenances, celles d'Agadir, Tarundant, Essaouira et Aoulouz. Ces graines ont été séchées, puis décortiquées et désinfectées à l'eau de javel diluée pendant 5 minutes, puis ensuite elles sont rincées à l'eau de robinet. Voilà un peu les pré-traitements que nous avons choisis. Il y a les pré-traitements physiques et les pré-traitements chimiques. Pour ce qui est des pré-traitements physiques, nous avons l'eau de robinet, l'eau bouillante et la scarification manuelle. En ce qui concerne les pré-traitements chimiques, nous avons l'eau oxygénée et l'acide sulfurique qui seront tous les deux comparés au témoin qui est l'eau distillée. Voilà, la photo ici, les photos illustrent un peu le pré-traitement physique qui est la scarification manuelle à l'aide d'un papier abrasif. Ensuite, on passe au trempage des graines dans l'eau de robinet pendant 48 heures. Et ici, le trempage des graines dans l'eau bouillante. Enfin, le trempage des graines dans l'eau oxygénée pendant 7 jours. Et pour terminer, le trempage des graines dans l'acide sulfurique. Voilà un peu l'installation du protocole expérimental. En effet, sur chacune des provenances, nous avons effectué 4 répétitions de 20 graines pour chaque pré-traitement. Bon, sur l'histogramme ici, on voit les résultats du taux de germination. On peut remarquer ici que les pré-traitements chimiques ont le taux de germination le plus élevé par rapport aux pré-traitements physiques et le témoin. Et de là, on peut aussi voir que la provenance de Tarundat s'avère être celle qui a donné le taux de germination le plus élevé par rapport aux autres. Bon, nous avons suivi aussi la cinétique de germination ici. Bon, comme on peut le remarquer, les pré-traitements chimiques aussi, ils ont donné le temps de latence le plus court par rapport aux autres pré-traitements physiques qui ne diffèrent pas trop du témoin. Ça, c'est le cas, par exemple, des graines d'arganier de la provenance de Tarundat. Pareil ici aux graines d'Agadir.
mais aussi aux graines d'Essaouira, c'est le même schéma que nous voyons, et aussi des graines d'Aulus. Passons maintenant à la durée moyenne de germination de ces graines en fonction des 4 provenances. Le témoin a donné une durée moyenne de germination de 25 jours. C'est le cas de toutes les provenances. Pour l'eau de robinet, c'est entre 24 et 21 pour Aulus. Et l'eau bouillante, c'est entre 20 et 21. La scarification manuelle, quant à elle, c'est entre 24 et 25. Sauf que pour les pré-traitements chimiques, on a une durée moyenne de germination qui est de 12 jours pour Essaouira, sur le pré-traitement eau oxygénée. Et le maximum de jours ici, c'est 19 jours pour Tarundat sur l'acide sulfurique. Bon, nous avons aussi fait certaines analyses statistiques pour évaluer l'effet de la provenance sur le taux de germination, mais aussi l'effet des pré-traitements utilisés sur le taux de germination. Les analyses ont donné comme résultat, les effets sont très hautement significatifs. Enfin, pour terminer, nous pouvons voir ici que pour tous les pré-traitements, que ce soit chimique, le témoin ou bien le pré-traitement physique, la provenance de Tarundat s'avère être celle qui lui a donné le taux de germination le plus élevé. Cela, pour conclure, on peut dire que les pré-traitements qui sont utilisés sur les graines d'arganier, le taux de germination obtenu sur les graines d'arganier peut dépendre des pré-traitements, mais aussi dépend aussi de la provenance de ces graines. Bon, ce qui veut dire que ça dépend de la diversité génétique des graines elles-mêmes. Et merci pour votre attention. Merci donc mademoiselle. Pareil, donc vous avez bien respecté le temps. Donc je crois que dans la discussion, voilà, on va vous interpeller parce que enfin, je vois un petit peu que les pourcentages obtenus par l'eau distillée sont un petit peu plus faibles que ce qu'on a généralement. Donc, mais dans la discussion, donc on va voir tout ça. Donc j'appelle notre ami Hachmi Abdelrahman. Donc c'est également c'est un étudiant doctorant de la faculté de sciences de Smellia de Marrakech et qui fait sa thèse donc au niveau de son travail au niveau du centre régional de recherche forestière de Marrakech, toujours sur ces aspects de régénération de l'arganier. Donc, mais cette fois-ci, donc il va nous parler surtout de l'évaluation de la régénération par rejet d'un jeune peuplement d'arganier dans la commune rurale d'Imgrad. Donc, à vous la parole, c'est Abdelrahman. Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, cher professeur, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je suis ici devant vous afin de vous exposer une thématique qui s'intitule l'évaluation de la régénération par rejet d'un jeune peuplement d'arganier dans la commune rurale d'Imgrad. C'est dans la province d'Essaouira. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre le plan suivant. Nous avons adopté le plan suivant. Après une introduction, nous allons passer au matériel et méthodes, résultats et discussions et perspectives. Donc, comme il a été déjà dit ici, l'Argania spinosa, en fait, c'est une espèce endémique du Maroc, mais aussi se situe localement au niveau de Tindouf, peut-être dans certaines communes en Algérie. C'est une espèce en fait qui est repartie du nord d'Essaouira jusqu'au sud de la vallée de Sousse, avec une superficie qui dépasse les 800 000 hectares, mais aussi qui peut aller jusqu'à 900 000.
Il est important de savoir que l'arganier, c'est l'espèce phare en fait de l'écosystème arganré. L'arganré, c'est un écosystème qui offre énormément de services écosystémiques, à savoir déjà un service de support, des services de régulation du climat aussi, des services d'approvisionnement comme les graines, le bois, les feuilles et tout. Mais aussi, c'est un écosystème qui offre énormément de services sociaux, culturels. Donc aujourd'hui, actuellement, aussi la valorisation aussi de l'huile d'argan confère à cette essence une notoriété internationale, ce qui fait que normalement l'arganier, c'est une espèce en fait qui mérite énormément de recherche, et par là, et ça concerne surtout sur la biologie, la valorisation, mais aussi l'écologie. Il est intéressant aussi de bien étudier en fait l'écologie de cette espèce, et en particulier sur la régénération. Raison pour laquelle nous sommes intéressés sur la régénération par rejet, en fait, des plants qui ont des rejets, en fait, des plants qu'on avait fait découpage au niveau de la commune rurale d'Imgrad. Par là, nous allons essayer de voir la dynamique en fait de rejet en fonction aussi des paramètres écologiques, essayer de caractériser et évaluer la production et la croissance des rejets au niveau de ce jeune peuplement d'arganier. Comme site d'étude, nous avons utilisé, nous sommes intéressés sur un jeune peuplement d'arganier au niveau de la commune d'Imgrad, une commune qui se situe dans la province d'Essaouira. Comme les précipitations moyennes annuelles, on peut le voir ici, que c'est en moyenne c'est 322 mm par an. Concernant les températures, il n'y a pas de station exacte qui se trouve au niveau de la commune, mais on a pris des stations qui sont aux alentours de cette commune. Et nous pouvons voir que c'est une commune qui se situe entre le climat semi-continental modéré, littoral modéré, mais aussi semi-continental chaud. Donc, nous sommes intéressés en fait sur, comme on l'a dit, sur un jeune peuplement âgé de 16 ans qui n'a pas en fait subi des interventions sylvicoles. On a échantillonné en fait 25 placettes circulaires à raison de 10 mètres en fait la placette. Ça nous a donné 145 CP et en tout ça nous a donné 2633 brins au total. Donc au matériel, on a utilisé en fait les GPS, le décamètre, la perche aussi, le rubanmètre, etc. pour faire les analyses, que ce soit les analyses plutôt pour faire les mesures, que ce soit les mesures des hauteurs en fait des brins, ou aussi la circonférence à un niveau de 1,30 mètres. Donc pour les analyses, nous avons pu caractériser, enfin, on a pu caractériser les données dendrométriques afin d'estimer en fait la production et aussi le volume et la biomasse aérienne. Donc voilà pour la caractérisation, nous avons estimé la densité totale en fait de la zone de peuplement et aussi la surface terrière de ce jeune peuplement. Pour l'estimation, nous avons utilisé en fait des équations déjà préétablies par mon professeur, M. Tariq Belghazi. Voilà, on a utilisé ces équations afin d'estimer en fait le volume du bois, la biomasse du bois, mais aussi la biomasse foliaire. Voilà, ici ce sont les équations qu'on a utilisées. Pour l'exposition, en fait, pour les données du milieu, nous pouvons remarquer ici que 36% en fait de placettes qu'on a échantillonnées se trouvent au niveau de la zone de sud-ouest de la zone. De même que la topographie, en fait, c'est au niveau de mi-versant qu'on a eu énormément de placettes. Toutefois, en faisant la corrélation en fait de ces paramètres et la dynamique de rejet, nous n'avons pas trouvé en fait
comment dirais-je, une corrélation significative entre la dynamique de rejet et les paramètres du milieu. Même si dans plusieurs travaux, on peut trouver que au moins une de ces paramètres influe sur la dynamique de rejet. Voilà, pour la caractérisation dendrométrique du peuplement, nous pouvons voir ici que déjà en faisant un hectare, pour le nombre de CP, c'est 184. La surface terrière, elle est de 3,58. La hauteur, comme on peut le remarquer ici, la hauteur moyenne, c'est des brins. Elle est de 2,64 mètres. Aussi, en faisant la corrélation en fait, de la biomasse en fait, du bois en fonction aussi de la circonférence au carré et la hauteur, nous pouvons constater qu'au fur et à mesure que la hauteur augmente et la circonférence, il y a aussi la biomasse du bois qui augmente. Ça, c'est une logique. Et aussi pareil pour le volume du bois. Et la biomasse en fonction du volume, c'est exactement la même chose. La biomasse aérienne en fonction de la surface terrière, nous pouvons constater que la biomasse évolue en fonction aussi de la surface terrière. Donc, les résultats finaux qu'on a eus, pour le volume du bois, il est estimé à 6,07. La biomasse ligneuse est de 8,653. La biomasse foliaire, elle est de 886,84. Ce qui nous a permis aussi d'estimer en fait la valeur fourragère à raison de 0,77 l'unité fourragère par 1 kg de... Ça nous a donné un chiffre de 683 unités fourragères par hectare, ce qui est quand même considérable dans une région semi-aride. Pour la biomasse aérienne, en fait, elle est estimée à 9,540 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, en comparant en fait les résultats ici avec des résultats qui ont été obtenus dans le même peuplement à l'âge de 10 ans, donc nous pouvons constater que la production en volume obtenue en 6 ans, elle est de 57%. Et ici, pour ce qui est aussi de la biomasse aérienne, la biomasse est constituée de 90% de la biomasse ligneuse. Et ça confirme les travaux de M. Badri et aussi M. Belghazi en 2013. Ici, ça concerne d'autres travaux qui ont été faits au niveau de chênes verts, âgés de 21 ans et aussi de 25 ans. Voilà, ici, en comparaison avec la bibliographie, nous pouvons constater que pour une densité de 184, ça nous a donné 9,54. Et voilà, on peut remarquer qu'on a utilisé ou qu'on a étudié en fait pas mal d'espèces telles que les Juniperus tétraclinique, Quercus ilex et j'en passe. Donc, comme conclusion, ce modeste travail peut nous renseigner, peut nous aider sur la bonne gestion de ces peuplements, en fait, en connaissant les milieux occupés par les peuplements, la dynamique et la vitesse de croissance des jeunes récépages. Ça peut nous aider sur la bonne gestion de ces peuplements. Qu'est-ce qu'on entend par bonne gestion? C'est-à-dire, ça peut aider les gestionnaires à fixer en fait la durée de mise en défense, aussi l'intensité de pressage à appliquer, la date de début des premières éclaircies, mais aussi l'importance et la valeur des assortissements pouvant être exploités. Comme perspective, normalement, on doit mettre on doit faire de temps en temps des travaux pareils pour bien orienter les gestionnaires à bien prendre les décisions qui se doivent. Aussi, la production en biomasse foliaire, ça peut aussi aider les gestionnaires à élaborer en fait un bilan aussi fourragère
Aussi, ça peut nous renseigner sur le degré de surexploitation de ces ressources et aussi à réglementer aussi la récolte, que ce soit du bois et aussi le parcours en forêt. Et je vous remercie. Donc, merci notre ami Abdelrahman. Donc, comme vous l'avez dit en conclusion, donc c'est une étude qui va un petit peu aider nos gestionnaires à prendre les bonnes décisions quant à la sylviculture et calendrier des opérations à pratiquer après découpe. Donc là, je passe directement donc à la dernière intervention. C'est celle de M. Mansouri Ahmed, donc sur l'étude de la régénération naturelle de l'arganier, étude des facteurs et son. Donc voilà, donc au terme de cette séance, donc, je remercie tous les intervenants donc pour leur exposé. Et donc il y aura certainement des questions. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse une première liste d'interventions et puis les intervenants vont répondre. S'il y a encore d'autres questions, donc on va faire une autre liste. Donc si Chakib, si Wouziani, Madame, hein? Donc Madame Neza. Donc c'est cette liste. Donc il serait intéressant de chacun, avant de poser sa question, de se présenter, donc comme ça pour faire connaissance. Donc c'est Chakib Hassan. Donc, oui, bonjour tout le monde, Chakib Hassan, chercheur au niveau du Centre régional de la recherche forestière de Marrakech. J'aimerais revenir sur l'exposé de monsieur et collègue Mrabt et le féliciter pour son travail et surtout pour ses efforts, parce que c'est très difficile de jumeler gestion et recherche. Je sais bien de quoi je parle. Donc j'ai quelques petits éclaircissements à demander à M. Mrabt, notamment les plans utilisés au niveau de la transplantation. Est-ce que ce sont des plans standards ou ici d'un premier essai que vous avez déjà fait au niveau de la pépinière avec les plant nurses? Et quel est l'âge de ces plants au moment de la transplantation? Ça, dans un premier temps. En second lieu, je sais bien que les gestionnaires, parfois, ils s'opposent à un problème de reboisement au niveau de sites nus, où il n'y a pas de plant nurse. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, un traitement au préalable de ces périmètres par des plant nurses avant d'aborder le reboisement proprement dit? Est-ce que ça va donner le même résultat? Et merci. Donc, j'appelle tous les intervenants donc, à s'installer. Mais de toute façon, les réponses ils seront données à la fin de la première liste d'intervention. Donc, je passe la parole à Sibou Ziani. Donc, Merci, Monsieur le Président. L'intervention de M. Mrabt il me rappelait la conclusion qu'on avait faite avec Sibn Abid pendant l'année 2003. On avait jugé à l'époque que le reboisement, la régénération et même la reconstitution ne s'appliquent pas à l'arganier. Et on avait convenu qu'on change de mode d'intervention par l'application du système ou bien de la méthode que Mrabt a exposée. Au niveau de la nature, il y a des gens qui ont cité que la quasi-absence de la régénération naturelle. Alors c'est faux. La régénération naturelle se fait en moyenne jusqu'à 50% de la superficie forestière. Là où le sous-bois existe encore, notamment les plantes nurses qui favorisent
cette régénération, en plus des trous des rats d'Arganie. Alors, il existe encore la régénération naturelle, elle est abondante, surtout dans l'anti-Atlas, donc c'est au gestionnaire toujours d'imiter cette nature. Alors, ma question est-ce que si le MRAPT n'a pas recommandé aux services centraux concernés de haut commissariat de recourir à cette méthodologie et éviter de commettre encore l'erreur? Parce que l'année dernière, j'ai effectué dans le cadre d'une étude une tournée dans la zone où on ne constate que les clôtures vides. Parce que ce sont de simples reboisements. Alors l'arganier est très exigeant. Il ne peut pas réussir seul. Il a besoin des espèces qui l'accompagnent parce qu'il y a un échange énorme, parce qu'on se trouve dans des conditions écologiques marginales qui exigent que ces plantes accompagnatrices doivent être présentes si on veut les régénérer ou bien restaurer. Je préfère, à mon sens, de rester dans le terme qui a été innové et préconisé par notre professeur Sibn Abid, c'est l'arganier, il mérite d'être restauré. Et la restauration répond à la question de notre collègue, c'est reconstituer d'abord les plantes nurses. Et merci. Merci Sibouziani. Donc c'est pour ceux qui le connaissent, donc c'est un de nos vétérans qui a travaillé beaucoup sur l'arganier, donc il sait bien de quoi il parle. Donc il a mené les premières essais de transplantation d'arganier à Tiznit, je me rappelle, donc il y a très longtemps. Donc on peut prendre ça comme une recommandation, donc c'est à chaud. Donc là, sans tarder, je passe la parole à Madame Nzaha. Alors bonjour, c'est Madame Louisa Assi, algérienne. Je suis doctorante en écologie forestière à l'université de Tizi Ouzou. Alors moi j'aurais des questions pour Monsieur El Marabat Saïd. Alors, en fait, moi, je connais l'effet nurserie. Je l'ai connu, la première fois que j'ai connu l'effet nurserie, c'était entre le pistachier et le ziziphus, le ziziphus lotus. C'est un petit peu comme un effet nurserie. Le pistachier grandit autour des épines du ziziphus, et au fur et à mesure que le pistachier prend de l'ampleur, le ziziphus s'écarte, pour ne pas qu'il y ait un effet de compétition entre deux, parce que bon, et ça se passe au niveau des hauts plateaux. Alors ma question c'est, parce que je suis arrivée un petit peu tard au niveau de sa présentation, c'est pourquoi le Phorbia? Est-ce que vous avez un inventaire au Maroc, enfin sur l'inventaire des plantes nurses qui entoure l'arganier, parce que c'est un petit peu ça, et ça rejoint ce qu'a dit monsieur, j'ai oublié le nom de l'intervenant qui est passé juste avant moi, c'est préserver les plantes nurses, mais il faudrait y avoir un inventaire déjà pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à cet arganier pour qu'il puisse grandir entre guillemets et être préservé. Ça c'est la première question. Il y a eu aussi, lors de vos résultats, j'ai noté une croissance faible des arganiers. Selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce que cet euphorbia peut avoir un effet sur la croissance? Est-ce que c'est dû à l'euphorbia ou est-ce que c'est au sol? Est-ce qu'il y a une compétition entre eux? Donc j'aimerais avoir un petit peu d'informations là-dessus. Et une autre question, si vous permettez, pour Madame Ouswati Saïd Ali. Elle est là, oui, voilà, je cherchais. Alors, pré-traitement chimique a donné de meilleurs résultats sur la germination des graines. Alors honnêtement, moi je suis contre tout ce qui est chimique parce qu'on voit clairement qu'avec le recul qu'on a sur les années, on remarque que tout ce qui a été chimique peut nuire à l'espèce.
et pas que l'espèce végétale, mais aussi à l'espèce humaine. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de mettre toute notre énergie et notre recherche scientifique dans ce volet? Parce que c'est bien beau d'avoir de beaux résultats et rapidement, mais si c'est pour détruire la nature dans 20 ans, dans 30 ans, alors que notre objectif, c'est de préserver cet écosystème, de préserver cette biosphère, je pense que, voilà. En tout cas, c'était juste des petites remarques et des questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses. Merci. Donc, merci madame. Donc avant que Silam Rab intervienne, donc il faut savoir que donc je crois que c'est au niveau du Maroc, c'est la première fois que de telles études se font, je crois. Donc bon, Silam Rab donnera plus donc au niveau là je parle au niveau des plantes nurse, parce qu'il a parlé d'un inventaire de plantes nurse, etc. Donc voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Lrzioui, donc à vous la parole. Bon, avant de commencer, j'aimerais bien, avant la présentation, d'accord. Mohamed Lgzouli, je suis professeur de microbiologie et d'optimisation mathématique des expériences, surtout en microbiologie. Et dans cette philosophie-là, j'aimerais bien adopter quelques techniques que nous adaptons en microbio pour poser la question à mademoiselle Oussouati, parce que quand je vois l'utilisation des moyens physiques, chimiques et pour voir l'effet ou bien étudier l'effet sur la germination, je me pose la question sur d'autres moyens chimiques, à savoir d'autres acides, d'autres produits chimiques, d'autres moyens de traitement et les niveaux de traitement, puisque quand on travaille sur le criblage des éléments, bien criblage des facteurs d'entrée, on travaille sur les niveaux. Donc on a la température, on peut choisir 2, 3, 4 niveaux, le pH, la concentration de l'élément chimique. En fin de compte, on adopte un plan. Ce plan, soit un plan mathématique, soit un plan issu d'une étude bibliographique qui nous permettrait éventuellement de ressortir quelques éléments. Mais pour moi, en tant que un pratiquant en statistique, j'aimerais bien voir comment vous avez validé votre modèle et quels sont les espaces qui n'ont pas été éclaircis dans votre étude ou bien oubliés dans votre étude et que vous auriez dû travailler pour voir. La deuxième des choses, c'est que pourquoi vous n'avez pas cherché à faire les associations, travailler avec ski physique, ski chimique, faire les associations et déterminer quelles sont les interactions qui existent entre ces facteurs pour dire est-ce qu'on a une synergie, on a un antagonisme, on a une indifférence, on a tel ou tel effet. Donc essayez de ressortir le plus de votre système. Quand vous travaillez sur la température seule, vous avez étudié la température supérieur positif, vous n'avez pas travaillé sur la température négative. Je ne sais pas, je suis un microbiologiste, je ne sais rien sur l'agronomie, mais travaillant sur les modèles, je me pose la question. Donc, et ça sera tout. Merci. Merci, c'est Lrzioui. Donc, je crois que, j'espère que vous avez noté. Donc, non, pas encore. Donc, c'est Monsieur Adib. Donc, j'appelle Monsieur Adib. Merci. Merci pour tous les intervenants. Donc, je me présente, Dr Adib Saifeddine, enseignant-chercheur à INA Tunisie. Alors, donc, je vais commencer par Monsieur Ouled Safi. Donc, la fameuse question déjà, la goutte à goutte et le 26% de résultats donc, que vous avez eu. Donc d'une part, il y a eu l'irrigation goutte à goutte, donc elle a éliminé la contrainte de l'eau, normalement, et par la suite, on a trouvé donc 26% de résultats, conditions faibles de pluviométrie.
Donc là, la question se pose. D'autre part, il y a les photos des fruits et des fleurs que vous avez montrées. Donc, j'ai pas bien compris la différence entre les deux. Donc, ça c'est pour vous. Donc, pour mademoiselle ou madame Saïda Ali. Alors, donc, j'ai bien remarqué d'après un premier tableau qu'il n'y a pas d'effet à travers les chiffres. Si on faisait un petit calcul, on voit que les différences ne seront pas significatives. Mais par la suite, j'ai vu qu'il y a eu des différences significatives. Bref, à vous de répondre. Donc, j'ai bien compris que la région n'a pas d'effet, bien sûr, à travers le premier tableau. Et l'eau de robinet n'a pas d'effet. Donc, à travers un petit calcul statistique, il n'y aura pas de différence significative. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai bien remarqué, parce que j'ai travaillé là-dessous, j'ai bien remarqué que vous n'avez pas utilisé la méthode de choc thermique. C'est conserver les graines à moins 10 degrés dans un congélateur et par la suite basculer directement à la température d'ébullition. C'est une méthode très efficace, je l'ai déjà essayé. Et bien sûr, donc, parfois, donc, on peut la coupler avec d'autres techniques. Déjà, vous avez fait la remarque. Et en troisième lieu, je veux donc féliciter aussi bien donc Monsieur Mrabet. C'est un travail qui vous semble un peu simple, mais derrière il y en a beaucoup d'efforts. Moi-même, donc j'ai participé à un travail pareil en Tunisie et il demande beaucoup de suivi. Et je vous félicite pour vos résultats. Merci. Donc, merci Siadib. Donc je passe la parole à mon voisin. À mon tour, je tiens à remercier les orateurs pour leur exposé, qui sont très clairs. Ma question, c'est au collègue qui vient de l'Algérie, sur les boutons floraux. Ici. Vous avez signalé une dormance des boutons floraux. Est-ce qu'après pollinisation ou bien avant pollinisation? Tu me réponds à la fin. Aussi, ce taux de réussite de 26%, il faut l'expliquer comme mon collègue a déjà dit. La remarque pour la doctorante des îles Comores, c'est lorsque vous caractérisez le fruit d'arganier, il faut parler sur la nature du fruit, c'est pas parler des pièces, etc. Vous menez un travail de recherche et il faut être minutieux là-dessus. Il faut parler de la nature du fruit, comme plusieurs auteurs l'ont décrit. C'est pas parler de plusieurs pièces ou bien une seule pièce. Merci. Une autre remarque que j'ai oubliée, une autre question pour notre collègue Abdelrahman qui travaille sur les recépages de l'arganier au niveau d'Imgrad. Vous avez fait votre travail. Est-ce que vous préconisez aux eaux et forêts de faire le dépressage et l'élagage comme ils font toujours, ou bien d'arrêter ces opérations au profit, par exemple, des tailles de fructification ou autres, pour favoriser la production du fruit? Merci. Merci, c'est Achour. Donc, au terme de cette liste, donc, il y a beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre. Donc, je crois que entre vous là, donc, je vous passe le micro et puis vous répondez chacun à tour de rôle, donc comme ça, donc sans revenir à moi. Donc chacun, on sait que le concerne, donc pour répondre aux questions qui le concernent. Merci, c'est Ferredous. Donc, je vois que plusieurs questions m'ont été adressées. Ça dénote de l'intérêt du sujet traité. J'adhère parfaitement à l'intervention de M. Chekib et M. Sebouziani. Donc, un écosystème qui a suivi une dégradation, de plusieurs années, on ne peut pas la restaurer donc, en une année. C'est pourquoi donc, il faut un travail de préparation de terrain pour réussir donc, les travaux de régénération d'arganier. Mais donc, le changement n'est pas facile, surtout dans ces terrains très dégradés, arides. Donc l'intervention, comme elle a dit, c'est Chekib, on peut aller donc pas à pas, donc avec
une plantation des espèces accompagnatrices de l'arganier, des espèces moins exigeantes de point de vue édaphique et surtout biologique au niveau du sol. Pour l'installation de ces espèces, il suffit donc parfois un simple crochetage des graines prégermées de ces espèces accompagnatrices de l'arganier en période humide. Donc, pour l'installation des espèces, alors que l'arganier, c'est l'espèce dominante de l'écosystème et c'est l'espèce exigeante. Donc, il faut donc un sol bien normalement riche de point de vue chimique et biologique pour qu'il soit facile l'installation. Donc, c'est une stratégie de choix. Donc, le fait d'utiliser pendant 4 ans, 5 ans, les plantes nurse au départ pour améliorer les propriétés physiques et le terrain donc pour l'arganier. L'arganier, c'est comme un roi. D'abord, il faut le peuple. Après, on peut installer l'espèce dominante qui est l'arganier. Pour ce qui est donc le changement de monde, pour l'instant, on est en train de s'adapter avec les changements climatiques qu'on a, donc avec l'adoption de plusieurs techniques comme l'addition de compost au moment de la préparation du sol, l'utilisation d'un système de suivi, de pilotage des opérations d'arrosage. C'est le système qu'on a vu donc hier lors de la sortie. Et aussi l'utilisation de la mycorhisation au stade pépinière pour produire des plants de qualité capables de résister notamment au stress hydrique. Les 3 outils et techniques permettent donc d'améliorer pour l'instant la réussite des travaux de régénération d'arganier. Pour la question de Madame Louisa concernant pourquoi Euphorbia, donc c'est une espèce d'abord non palatable. Elle est cactoïde, contient un latex amer, donc c'est pourquoi donc il est laissé tranquille. En même temps, elle est très répandue, elle est omniprésente avec l'arganier dans toute la zone littorale et sublittorale de l'arganier. Alors que pour les espèces accompagnatrices de l'arganier, selon un bouquin de monsieur le professeur Benabid, il dépasse les 1000 plantes accompagnatrices de l'arganier. Mais la plupart affirment qu'il y a des plantes palatables qu'on ne peut pas le trouver hors maison des fonds. La technique alternative qu'on a utilisée, c'est pour la première fois qu'on a utilisé pour l'arganier de planter l'arganier à proximité d'une plante nurse, alors que un deuxième travail a été mené dans une arganeraie bien conservée cette fois-ci, dans des touffes de Chamaecyzus albidus et Dononis matrix. Le travail est en cours de publication incessamment et il va être publié. Concernant la deuxième question, votre deuxième question qui concerne la croissance des jeunes plantes d'arganier à proximité d'Euphorbia bomierana, nous avons enregistré donc une faible croissance à proximité d'Euphorbia bomierana. C'est logique parce que la présence spatiale donc entre deux plantes, malgré qu'ils appartiennent à la même association végétale, mais il y a des périodes, il y a des processus donc de concurrence et de facilitation en même temps. En période humide, donc il y a compétition entre pour les ressources, notamment hydriques et des sols, mais en période surtout de sécheresse, il y a entraide, donc il y a facilitation entre les espèces. Rien que pour la mycorhisation, les champignons mycorhisés se connectent avec les plantes associées ensemble, avec l'arganier et l'euphorbia. Et en période sèche, donc il y a passage de l'eau de l'euphorbia bomierana vers l'arganier s'il arrive à un stade de dessèchement. Donc il y a facilitation en période surtout sèche, mais en période surtout humide, il pourra être donc le forme de compétition et de concurrence. C'est pourquoi donc l'euphorbia a freiné donc la croissance de l'arganier, notamment en période humide. Et merci.
Je me permets de rajouter juste un petit. Donc pour les espèces nurses qu'on utilise aussi, donc il y a, comme a dit Semrab, donc le problème c'est que la plupart ils sont palatables. Donc nous on a utilisé une autre espèce qui est l'Hesperolaborum platycarpum qui n'est pas aussi palatable et ça a donné aussi de ces bons résultats que donc voilà, donc je passe la parole à Seoul Safi. Merci Monsieur le Président, merci pour les questions que vous avez posées. Je vais commencer par la première question concernant donc le faible taux de réussite de l'Arganie malgré l'utilisation de systèmes de goutte à goutte. Donc le problème qui se pose au niveau de notre région, la région d'Adra, c'est une région saharienne qui se caractérise par un climat agressif, surtout la période estivale, là où on a des températures qui sont très élevées. Donc l'Arganie, lorsqu'il est, c'est-à-dire d'après sa plantation, les plantes sont faibles. Donc leur résistance à la contrainte climatique, donc ils ne peuvent pas résister, certains qui sont dégradés, ils n'ont pas pu résister donc ces températures. Dans notre région, la température, située au mois de juillet, dans certains jours, dépasse les 50 degrés Celsius à l'ombre. Et en plein air, ça peut-être atteint même les 60 degrés Celsius. Donc c'est une température qui est très élevée. La résistance d'Arganie vis-à-vis de ce facteur climatique, donc il est dans notre région, la résistance de l'Arganie est faible par rapport aux autres espèces. Il y a un seuil de tolérance et il y a un autre facteur qui intervient, c'est l'âge des plants. Parce que nous avons planté des plants qui ont un âge d'une année. C'est-à-dire l'élevage a duré une année dans la pépinière. Par la suite, nous avons planté ces arbres. Donc la contrainte climatique, je vois que la contrainte climatique, surtout la température, c'est la cause de la dégradation. Qui cause la dégradation? Ouais, oui. Comme ça, le temps. Lorsqu'on parle de l'irrigation, oui. Donc là, j'ai bien compris. Normalement, on utilise dans votre exposé. C'est ça. Donc à cause de la grande évapotranspiration. Donc voilà, donc merci. Merci, Adib. Donc, moi, pour justifier l'irrigation, c'est-à-dire que les précipitations sont insuffisantes pour répondre aux besoins des plants après la plantation. C'est-à-dire le recours à l'irrigation par goutte à goutte est obligatoire. Oui. Les autres questions? La deuxième question concernant la dormance des bottons fleurons, je pense que la dormance se fait après la fécondation. Donc on ne peut pas les appeler bottons fleurons. Ce sont des fruits initiés. C'est-à-dire en stade de nouaison. On va rectifier ça. Merci pour ces questions. S'il vous plaît, donc après on va faire une autre liste et puis comme ça donc. La différence entre quoi? Ah oui. Les photos, j'ai montré 4 photos. La première photo concernant seulement la floraison. La deuxième photo concernant la fructification et la floraison. La troisième photo concernant la fructification seulement. On n'a pas eu de floraison. Et la quatrième photo concernant les fruits récoltés. C'est-à-dire ce sont des différents aspects morphologiques que nous avons constatés au niveau de l'Arganie dans notre région. Merci. Salam alaikum. Je tiens d'abord à remercier pour les remarques aussi et pour les questions. Seulement, je vais commencer par la deuxième question avant de pouvoir répondre directement à la première et les autres. Bon, pour ce qui est des autres moyens des pré-traitements chimiques, oui, il y en a d'autres, comme par exemple l'acide gibberellique. Sauf qu'on ne l'a pas trouvé, c'est pour cela qu'on ne l'a pas inclus sur notre étude.
Et pour ce qui est de combiner les pré-traitements physiques et chimiques, on ne l'a pas fait, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le faire pour pouvoir savoir comment est-ce que les graines vont répondre à cela. Pour la première question, vous avez parlé des pré-traitements chimiques qui peuvent être nocifs pour les plants d'arganier. Bon, à ma connaissance, ces pré-traitements chimiques, leur rôle c'est d'inhiber la dormance embryonnaire. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'ils vont avoir des influences sur les plants d'arganier. Seulement, nous avons fait une autre expérience, c'est pas, je dirais pas une autre expérience, mais c'est ce qui se fait à la pépinière. Et ma remarque est la suivante, c'est qu'on a aussi des bons résultats. Et comment on fait les pré-traitements? C'est juste qu'on met les graines dans l'eau pendant 24 heures et on fait la mise en germination. Seulement, on n'a pas tenu compte de l'effet de la température et de l'humidité. Si on essaie un peu d'évaluer la température et l'humidité, on peut avoir des bons résultats seulement avec les pré-traitements physiques. Et comme avis personnel, pour faire les pré-traitements chimiques, ça coûte cher. Et imaginez par exemple, à la pépinière, on a plus de 4000 quelque chose graines à pré-germer, à germer, pardon. Du coup, le coût va être plus élevé. Déjà, avec la petite expérience qu'on a fait, c'était difficile de trouver l'eau oxygénée et l'acide. Donc, pour moi, les pré-traitements chimiques, ça donne de bons résultats, mais c'est coûteux. Donc, il faut jouer aussi sur les pré-traitements physiques, tout en évaluant la température et l'humidité, comme la remarque a été faite ici. Je pense que j'ai répondu à la globalité des questions. Pardon. Donc, moi, je me permets d'intervenir parce que j'ai le micro là. Donc, moi, ce que j'ai posé tout à l'heure, c'est que normalement, dans les pépinières forestières, donc, on produit des millions de plants. Donc, sans aucun traitement chimique. Donc, on obtient des pourcentages de germination qui dépassent les 70, les 80. Donc, je crois que donc, les pré-traitements, normalement, on les utilise quand on a des problèmes. Donc, normalement, donc, si on part au Nara, on a 1 million de plants. Donc, je ne comprends pas pourquoi la finalité d'utiliser déjà les pré-traitements, puisqu'on peut obtenir donc, des nombres satisfaisants de plants avec justement, comme vous avez dit, comme vous faites en pépinière, tremper les graines pendant 24 heures ou 48 heures et puis les mettre directement. Même les périodes, je ne crois pas, donc en voyant on ne gagne pas beaucoup de temps en faisant les traitements. En fait, ça dépend aussi des périodes. Pendant la période où on fait la germination dans les pépinières, nous on l'avait fait au mois de mars, c'était favorable. Mais après le mois de mars, on a refait l'expérience, ça n'a pas donné de bons résultats, c'était très catastrophique. C'est pour cela que je dis qu'il faut surtout jouer sur la température et l'humidité. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'a dit madame, donc il faut choisir la bonne période et puis éviter le maximum. Donc donc vous avez répondu. Je lui donne le micro. S'il vous plaît. Pardon. Le problème, ce n'est pas le taux, c'est la sénétique et la vitesse de germination qui pose problème. Parce que quand on est amené à faire 100 000 plants, 150 000 plants ou des millions de plants, 1 million de plants, c'est ça le problème. Ça s'étale pendant la semis, ça s'étale sur 2-3 mois. Et ça pose un problème de traitement futur.
que ce soit la fertilisation, que ce soit l'irrigation et tout ça. C'est ça donc il faut trouver des solutions pour raccourcir cette durée de germination, c'est tout. C'est pourquoi qu'on fait appel aux techniques donc, de pré-traitement. En fait, j'aimerais juste rajouter, genre confirmer ce qu'a dit M. Chakib sur ça. On a aussi fait notre pré-traitement pendant le mois de juillet. Genre, ça a pris beaucoup de temps, c'est vrai, parce que la durée moyenne de germination a beaucoup duré. Et au final, on a été amené à arrêter l'expérience jusqu'à l'année prochaine pour ce contretemps. Donc, merci. Donc, moi, j'ai reçu une petite notice d'organisation qui me recommande de respecter un petit peu le temps. Donc, s'il vous plaît, donc, nous passons parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, on devait finir normalement à 1h. Donc à 13h, donc on est déjà à 13h. Donc c'est Abdelrahman, donc vous répondez aux dernières questions et comme ça pour qu'on puisse aller déjeuner. Donc, merci pour l'intervention. En fait, pour ce qui est de préconiser, en fait, de dire par exemple, ou de conseiller les services eaux et forêts pour le recépage et tout, bon, je ne peux pas dire directement, je peux pas les conseiller directement, mais vu le contexte actuel des changements climatiques et tout, il serait intéressant aussi de faire certains recépages dans certaines régions où on a quand même des pieds d'arganais qui sont très très vieux, donc essayer de rajeunir un peu en fait les écosystèmes, c'est mieux. Parce qu'on sait très bien que les arbres très très anciens, en fait, ça ne permet pas de capter en fait le carbone. Et voilà, pour ce qui est des changements climatiques, ça c'est pas économique, c'est pas bénéfique, que ce soit pour l'homme ou pour les milieux d'une manière générale. Donc je crois que j'ai pu quand même apporter quelque chose sur votre question. Donc voilà, donc au terme de cette session, donc je remercie les intervenants. Donc je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Donc de toute façon, le colloque est toujours là, donc vous pouvez toujours discuter avec vous les connaissez maintenant. Donc pour d'autres questions, vous pouvez toujours contacter les intervenants pour plus d'explications. Donc je vous remercie et bon et voilà.